Ravi de vous retrouver après quelques jours d'absence pour des raisons indépendantes de ma volonté. Des jours d'absence au cours desquels j'ai été très ému par vos souhaits de prompt rétablissement. Merci vous tous pour vos prières et pour votre bienveillante sollicitude à mon endroit. Merci également à toute l'équipe du tribunal de l'actualité, menée par le juge Geoffroy Vara qui a enfilé le costume de président pour maintenir le flambeau du décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Le flambeau reste d'ailleurs allumé dans ce prétoire pour une nouvelle audience consacrée à la disharmonie qui gouverne la réinhumation ce 23 février à Ouagadougou des restes des 12 personnes assassinées le 15 octobre 1987. On en parle avec Albert Ouedraogo, professeur titulaire de littérature orale et secrétaire général de l'association Racine. Bonjour Monsieur Ouedraogo, merci d'honorer notre convocation. Merci de m'avoir invité et bonjour à tous. En face de vous, deux des juges de ce tribunal siègent pour les échanges de ce jour. Bonjour juge Bernard Bougma. Bonjour président Tomangui, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président Tomangui, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive True TV et sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Et pour commencer cette audience, voici la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges, un espace qui leur est tout à fait dédié et au cours duquel, entre coup de gueule et coup de cœur, ils s'expriment sur les faits de l'actualité. On commence par vous, juge Geoffroy Vara. Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner une opération de la coordination nationale de lutte contre la fraude qui a saisi 750 poulets congelés dans le quartier de Gunguin. On les connaît, c'est des petits kiosques qu'on a dans les quartiers où du poulet surgelé nous est vendu. Et il s'avère que ils ont découvert que d'abord la conservation n'était pas si bien que ça. Et puis il y avait une odeur déjà qui accueillait donc les contrôleurs. Et après investigation, on se rend compte que c'est du poulet venu d'Italie qui a transité par le Ghana. Bon, on ne cessera pas de le répéter, c'est pas possible. On a une offre domestique qu'on veut booster et pendant ce temps, bon, il y en a qui sont des petits malins qui préfèrent faire venir parce que c'est des carcasses, il faut les appeler comme ça, c'est des carcasses qu'on fait venir, dont on ne maîtrise pas forcément la qualité et puis on a des tests qui encadrent, donc on sait que ce n'est plus possible et ça continue de nous être vendu et ça en sapant forcément la santé des uns et des autres. Et quand j'ai lu l'information, ce que je trouve aussi intéressant, c'est vrai que c'est interdit, donc c'est pour ça qu'il faut la descente, mais c'est que la coordination nationale de lutte contre la fraude a fait savoir que il y aura encore des tests plus poussés pour voir au moins si ce qu'ils ont pu saisir en qualité, il y en a qu'on peut sauver, parce qu'il y a des familles vulnérables quand même dans ce façon-là. On a l'habitude de brûler, mais en tout cas ce qui n'est pas de qualité sera brûlé, ça c'est clair. Maintenant ce qui est encore comestible, ça va servir quand même à renforcer les besoins de certains. Je pense que ça aussi c'est une bonne option, mais il faudrait aussi que les nombreux vendeurs qu'on a dans nos quartiers comprennent que c'est souvent facile de critiquer l'autorité. Ah, ceux-là, ils se sont mis plein les poches, voilà ce qu'ils font, ceux-là, ils ont été au pouvoir, ils ont fait ceci. Mais vous, à votre petit niveau, vous avez fait quoi? Si vous passez votre temps à passer par des moyens contournés pour tuer votre propre économie. Ça veut dire que les ennemis, c'est tout ça en fait. Donc il faut savoir que même dans les petits profits qu'on fait, lorsqu'on contourne des textes, on n'est pas constructif pour la nation. Et ça, c'est à tous les niveaux, il faut comprendre cela. Il faut comprendre qu'on n'est pas constructif de la discipline et du civisme. C'est ce qu'il nous faut à tous les niveaux et dans tous les secteurs pour pouvoir avancer. Juge Bernard Bougma, un avant-propos, s'il vous plaît. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner ce rendez-vous qui est prévu d'ailleurs samedi 25 février à partir de 10h dans la salle de conférence de Ouaga 2000, une rencontre qui sera présidée par le Premier ministre himself. Donc il s'agit d'une rencontre entre
les autorités actuelles et les partis politiques pour leur présenter le chronogramme actualisé de la transition. Donc c'est pour présenter le programme actualisé de la transition au niveau des... comme on appelle ça, aux hommes politiques. Donc, il était temps parce que nous disions qu'effectivement, il y a un chronogramme qui est là. Est-ce qu'il pourra être respecté? Est-ce qu'il ne pourra pas être respecté? Ça, c'est la question principale. Mais en face aussi, il y a un mur de silence qui est là. C'est vrai qu'on nous dit qu'à l'intérieur, comme on appelle ça, en sourdine, ça travaille. Toutes les entités de la société burkinabé font leurs activités. Les religieux vont dans leur lieu de culte. Les organisations de la société civile tiennent leurs rencontres de formation, de conférences de presse et parfois même d'appels à manifester, ça se tient. Mais pour les réunions, ne serait-ce que du bureau politique national, les hommes politiques n'ont pas le droit de le faire. Pourquoi? Alors que la Constitution a été rétablie, les libertés ont été consacrées et ne serait-ce que pour les rencontres, les instances statutaires, ce n'est pas permis. Mais pourquoi les autres entités font leurs activités et celle-là, on dit non, elle ne doit rien faire. Donc il y a effectivement nécessité que les uns et les autres se parlent par rapport effectivement à ce qui est donné de voir sur ces questions. Mais en même temps aussi, il y a aussi le chronogramme. Et je sais que l'ensemble de la classe politique burkinabé sait également qu'elle est très bien payée pour ne pas exiger ici et maintenant des élections à bonne date. Compte tenu de bien et de deux facteurs, du fait qu'il y a un compromis dynamique qui permet que si le Burkina n'est pas prêt, que le Burkina demande à la CEDEAO, dise que je vais revoir la date des élections. Mais aussi, j'ai dit, il y a des hommes politiques qui, dans leur propre village aujourd'hui, ne peuvent même pas s'y rendre. Donc, dans ces conditions, exiger des élections ici et maintenant, et quel est ce leader politique et pour quel objectif? Je pense que c'est pas ça d'abord. Mais il y a aussi des gens qui ont en face d'eux des acteurs à qui ils veulent entendre sur un certain nombre de choses et qu'on leur permette aussi, en tant que Burkinabé, de pouvoir aussi tenir, j'ai dit les instances, qui de mon point de vue ne font pas ces activités en tant que telles, puisque c'est des instances, c'est juste des réunions. C'est pas des meetings ou bien de commémoration d'anniversaire du parti politique ou bien pour. Surtout qu'à côté, il y a des partis politiques même qui lancent des initiatives en soutien aux forces de défense et de sécurité. Il y a des leaders de partis politiques qui ont accepté d'aller s'enrôler comme volontaires pour la défense de la patrie. Il y a des militants des partis politiques qui sont allés se faire enrôler et qui ont été au front, qui ont été formés, qui portent le treillis et qui portent l'arme aujourd'hui pour aller défendre la patrie. Est-ce que toutes les entités de la société burkinabé ne contribuent pas à l'apaisement? Oui. À la lutte contre le terrorisme? Oui. Mais pourquoi? Donc, sans trop tirer sur la corde, je ne suis pas un homme politique, mais je pense que sur cette question, on fait la force aux hommes politiques et aux partis politiques. Et c'était mon avant-propos, que c'est une réunion qui est la bienvenue et vivement que les uns et les autres puissent s'accorder pour qu'il y ait la paix, la cohésion et qu'on regarde tous d'ailleurs dans la même direction dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il faut s'accorder sur tout ce qui ne s'accorde pas et avoir une clarification de tout ce qui ne va pas et puis voir comment dérouler le chronogramme prévu, donc le chronogramme actualisé qui a été mis en place, qui a été élaboré par une commission à cet effet. C'était la première articulation de cette audience et la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité qui cède maintenant la place à la fenêtre des généralités avec notre convoqué du jour. C'est Albert Ouedraogo, professeur titulaire en littérature orale. Il est également secrétaire général de l'association Racine. Créée en février 2015, l'association Racine vise notamment à promouvoir les valeurs traditionnelles et culturelles et réunit des chefs traditionnels, des professeurs d'université et des chercheurs préoccupés par la question des traditions orales. Question de généralité avec Bernard Bougman pour donner le là. Ok, merci. Alors, en termes de questions de généralité, on sait que vous êtes un acteur de la société civile burkinabé. Effectivement, aujourd'hui, sur le plan de la lutte contre le terrorisme, l'ensemble des acteurs, la contribution des uns et des autres est demandée. Au niveau des partis politiques, au niveau des acteurs de la société civile, il y a des activités qui tiennent, alors qu'il y a un communiqué qui suspend les activités, mais au niveau des organisations de la société civile, il y a des activités qui se tiennent. Alors en tant qu'acteur de la société civile, que pensez-vous d'une telle situation? Est-ce que vous avez plus de privilèges que les hommes politiques? Non, les organisations de la société civile du Burkina n'ont jamais eu de privilèges, de mon point de vue.
Je parle des vrais. Je ne parle pas de celles qui sont téléguidées à la base par des officines politiques. Et donc, nous ne sommes pas des privilégiés, bien au contraire. Nous sommes même les déshérités de la nation. Ah bon? Oui, parce que il nous faut aller chercher nos moyens par nous-mêmes et ensuite on ne nous déplie pas le tapis rouge facilement puisque nous n'allons pas toujours dans le sens du poil. Donc quand vous êtes critique, il faut avoir aussi les moyens de votre indépendance. Cela dit, j'ai écouté tout à l'heure votre avant-propos, je suis tout à fait d'accord avec vous que il est difficile dans une société qui se veut démocratique de suspendre toute activité politique alors que la gestion même de la cité est politique. Et si toute activité politique était vraiment suspendue, en principe on ne devrait pas avoir de parlement et on ne devrait pas avoir d'exécutif. Parce que quoi qu'on dise, ces deux institutions-là sont politiques. Et je ne vois pas comment un Premier ministre peut fonctionner s'il n'est pas politique. Donc, en réalité, on a plutôt voulu la suspension des partis politiques et non pas de la politique en tant que telle. Et ça, il faudrait bien nous l'expliquer et nous donner les raisons fondamentales afin que tout un chacun sache que la Constitution est encore garantie et que l'on respecte la démocratie partisane. D'accord. Mais est-ce qu'il fallait, pour certains, je pense que pour certains, nous sommes tombés dans ce piège quand les uns et les autres ont voulu habiller la chose du sceau républicain avec un certain nombre d'artifices validés par le Conseil constitutionnel, l'établissement de la Constitution. Est-ce qu'on pouvait faire ce qui n'est pas normal, ce qui est normal dans une situation qui n'est pas normale? Et bien sûr que non. Quand le Conseil constitutionnel se permet d'adouber un coup d'État, déjà cette entorse-là, elle était porteuse de danger imminent. Et donc on ne peut pas légaliser ce qui en soi n'est pas légalisable. Et c'est ce que nous avons réussi à faire par 2 fois. Donc en la matière, nous n'avons que nos propres yeux pour pleurer. On ne peut pas se plaindre de nos propres turpitudes. C'est nous qui l'avons d'une manière ou d'une autre accouché de ce monstre juridique. S'il nous dévore, c'est comme Frankenstein qui a dévoré son créateur. C'est tout à fait prévisible. D'accord, une dernière question, mais en tant que dans une situation pareille, que pourrait être d'ailleurs la contribution des acteurs de la société civile à ceux qui sont au pouvoir, donc pas pour se mettre au service du pouvoir, mais pour la nation, je veux dire? Non, je crois que les organisations de la société civile ont le devoir de jouer leur rôle de veille et d'interpellation. Par exemple, nous savons, nous par exemple au niveau de Racine, depuis quelques années, nous avons demandé une audience avec les rois de ce pays. Nous avons eu une audience avec le roi, le Moronaba, avec le Tenkodogo, avec le Bousma, pour aller leur dire mais qu'est-ce qui se passe pour que ce pays-là soit agressé et qu'au niveau des royautés, nous ne sentons pas une prise de conscience et une volonté d'agir. Parce que par le passé, même à la période de l'invasion coloniale, les royaumes ont réagi, ont mené les gens sur le champ de bataille. Pourquoi cette fois-ci, on assiste à une certaine passivité par rapport à tout ce qui se passe? Voilà. Donc pour nous... Ils vous ont répondu, les rois, ils ont dit quoi? Ils nous ont répondu en nous faisant savoir que les temps malheureusement ont changé. Aujourd'hui, les rois n'ont plus les moyens de leur politique. Si jamais un roi appelle à une insurrection contre le terrorisme,
comment ce serait vécu par les politiques? Est-ce que les politiques ne vont pas sentir que c'était d'abord contre eux-mêmes? Et de quels moyens disposent? Vous savez qu'on a enlevé tous les moyens au roi. Financiers, militaires, administratifs. Sur quel levier peuvent-ils encore jouer? Ces leviers-là ont été enlevés depuis la colonisation et n'ont pas été remis. Et même ils sont dans l'informel, vous le savez très bien. Ils ne comptent pas dans notre architecture administrative ni juridique. D'où la nécessité d'un statut. Absolument. Donc, l'un dans l'autre, quand vous regardez tout ça, on se dit, bon, il est peut-être grand temps de revoir un peu les choses. Il est grand temps de revoir un peu les choses et comme la trottineuse tourne, on va laisser la parole à Joufa Vara pour une éventuelle question de généralité. D'accord, question de généralité. On vous a senti très engagé sur ce que pourrait apporter la diaspora, notamment dans notre processus de développement et sur plusieurs questions. Aujourd'hui, on est dans d'autres réalités et on a comme l'impression que la contribution de la diaspora, on ne l'évoque pas, ce n'est pas forcément une préoccupation. Est-ce que vous ne le sentez pas? Et est-ce qu'en définitive, ça ne remet pas au centre ce que certains pensaient? C'est-à-dire, quand c'est électoraliste, là on pense à eux, parce que ça peut compter. Et lorsque c'est sur certaines questions, on dirait que c'est plus des Burkinabés, alors qu'on connaît la particularité du Burkina, c'est de compter beaucoup de ses nationaux à l'extérieur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et votre interpellation permet de restituer les raisons pour lesquelles, à un moment donné, au niveau du Toxé, nous avons estimé qu'il fallait faire en sorte que les Burkinabés de la diaspora puissent voter. Parce qu'en réalité, ce n'était pas notre préoccupation de départ. Mais lorsqu'il y a eu la crise ivoirienne, nous nous sommes aperçus que les politiques de l'intérieur ne se préoccupaient pas des morts, des victimes, des violences qui étaient faites à nos compatriotes. Et on s'est posé la question, mais pourquoi? Parce que par ailleurs, s'il y avait des assassinats à l'intérieur ici, des crimes politiques, nos politiques réagissaient. Mais par rapport à ce qui se passait en Côte d'Ivoire, c'est silence radio. Après analyse, on s'est rendu compte que ceux qui étaient en Côte d'Ivoire n'étaient pas des enjeux électoraux. Donc ils n'intéressaient pas les politiques. Alors on s'est dit, faisons en sorte qu'ils deviennent des enjeux électoraux. Pour que demain, leurs problèmes puissent intéresser les politiques parce que ce sont des électeurs. Si vous n'êtes pas électeur, vous n'intéressez pas les politiques en démocratie. Donc c'est pourquoi nous avons mené cette bataille. Mais vous voyez, en ce moment, on n'est plus en campagne électorale. Mais on retombe dans la même situation. Il n'intéresse pas les gens. Il n'intéresse pas les politiques. Parce que le politique ne voit que ce qu'il peut engranger lors des élections. Donc, s'il n'y a pas d'élection, même les électeurs ne les intéressent pas. Voilà. Donc, je pense que c'est dommage, parce que la situation commence à se complexifier encore au bord de la lagune ébriée pour nos compatriotes. Et je suis vraiment inquiet que aujourd'hui nous sommes dans nos propres turpitudes, nous sommes dans nos propres problèmes, et je ne sais pas si on aura des voix autorisées pour s'intéresser à ce qui se passera dans les mois à venir avec l'institution éventuelle d'une carte de séjour. Et tout ça, c'est des tracasseries qui vont complexifier la vie de nos compatriotes. Okay. Donc, sur la diaspora, il va falloir donc que les politiques fassent le nécessaire pour prendre en compte les citoyens burkinabés qui vivent à l'étranger. Ils apportent une contribution honorable, formidable à l'effort de guerre aussi, à l'effort de développement. Mais ce qui devait être un couronnement est devenu un point de discorde et le début d'un nouveau déchirement. Ce qui devait être un recueillement national est devenu dramatique. Ce qui devait amener l'apaisement dans les cœurs rallume la douleur et prolonge le supplice. Rassurez-vous, ces propos ne sont pas de moi, mais de Rassablaga Seydou Ouedraogo, directeur exécutif de l'Institut Free Afrique, sur la réinhumation des restes de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1987.
Et le moins que l'on puisse dire, Albert Ouedraogo, vous qui êtes notre convoqué du jour, c'est que vous partagez cet avis. Absolument. Pour moi, et même pour les tenants de la tradition, les funérailles sont un moment de paix, de rassemblement et de cohésion sociale. Ceux qui savent faire la guerre, ce sont les vivants. Quand on amène quelqu'un à sa dernière demeure, on lui demande de reposer en paix. D'où vient-il que, pour faire des funérailles, on s'entre-déchire? Et pour moi, quoi qu'on dise, les funérailles, c'est d'abord une affaire de famille, avant la nation. Et j'aurais souhaité que l'armée fasse le profil bas dans cette affaire. On ne peut pas être juge et parti. On ne peut pas être criminel et juge. N'oublions pas que c'est l'armée qui a tué Thomas Sankara. D'où vient-il qu'on pense que le corps des militaires appartient-il à l'armée? Mais c'est une loi qui le dit. Mais c'est une loi de la France qui est obsolète et qui a été révisée. C'est une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale du Burkina. Excusez-moi. Parmi les 12 suppliciés, ils étaient tous des militaires. Bon, c'est une loi qui s'applique au personnel. Donc dites-moi désormais, dites-moi désormais que tous ceux qui sont tués par les militaires deviennent des gibiers militaires. Non, de toute façon, moi je donne les indications à nos auditeurs et à nos téléspectateurs sur cette loi. C'est la loi 38/2016 AN portant statut général des personnalités des forces armées nationales, qui dispose en son article 183 que, je cite, en cas de décès du militaire, la dépouille mortelle appartient à l'armée. Toutefois, précise encore cette loi, dans certaines circonstances et sur demande de la famille, l'armée peut, après le cérémonial militaire, remettre le corps aux parents. Fin de citation. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture, mais est-ce qu'on est dans ces circonstances-là? Est-ce que ces circonstances permettent qu'on remette le corps à la famille? C'est tout le débat. Donc, juge Bernard Boukman. Oui, justement, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable pour un ancien président du Burkina Faso, d'ailleurs le plus populaire et le plus célèbre du Burkina, dont l'aura va au-delà des frontières, que pour la réanimation des restes, on soit toujours là en train de nous entre-déchirer. À tel enseigne que certains d'ailleurs qui ne portent pas Sankara dans leur cœur en ont fait un combat, comme si d'ailleurs ils portaient Sankara dans leur cœur. Quand vous suivez l'actualité aussi, c'est cette réalité. Mais une question que je me pose, pas forcément l'invité que je me pose, avant de lui poser d'ailleurs la question, est-ce que de Sankara on peut faire sans polémique? C'est la question d'ailleurs qu'on se pose. Je me rappelle du titre du doyen de la presse burkinabé, l'Observateur Parga, qui met polémique jusqu'à la tombe. Donc, parlant de Sankara, donc ça fait partie de sa une du jour. Donc, c'est une question qu'on maintenant on est en train de se poser. Mais la question aussi c'est lié aux questions rituelles. Parce que le communiqué dit qu'il y a plusieurs entités de la société burkinabé qui ont été mises à contribution. Il y a la mairie de Ouagadougou, il y a les autorités militaires, il y a les familles dont ils ont fait cas, mais aussi il y a aussi les autorités coutumières et traditionnelles. Par rapport également à un certain nombre de rituels qui devraient normalement être faits. En tout cas, c'est évoqué que ces personnalités-là aussi ont été consultées. Vous qui êtes au niveau de l'association Racine, qu'est-ce que cela sous-entend? Je suis au regret de constater que l'inhumation des restes du président Thomas Sankara et de ses compagnons est devenue plus une affaire politique qu'une affaire religieuse, parce que en règle générale les rites autour de la mort sont plus religieux que politiques, mais dans le cas d'espèce, ces pratiques religieuses ne peuvent pas se faire contre la volonté de la famille.
La famille est au cœur. Parce que le corps appartient à la famille. C'est né à l'intérieur d'une famille, d'un clan. Et donc, c'est à l'intérieur de ce clan que l'on sait quelles sont les pratiques rituelles fondamentales à faire. Et les autres ne peuvent que les accompagner dans ce sens. Parce que le corps de Sankara et son âme va aller reposer dans le panthéon de sa famille et non pas dans le panthéon d'une autre famille. Il est Sankara, il est Silmi Mwara. Il va pas aller, cette âme-là va pas aller chez les Nyonyonse, va pas aller chez les Nakomse, va pas aller chez les Seba, va pas aller chez les Silmi ici. Ça va aller chez les Silmi Mose. Donc c'est la famille Silmi Mwara qui est au cœur, qui devrait être au cœur du rite. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais sauf que là, je pense que ce qui divise, c'est le lieu de l'inhumation. Alors, des informations qui sortent, les autorités traditionnelles attachées aux valeurs disent, étant donné que c'est là-bas qu'il est tombé, et qui disent en Moré c'est un Koumou, c'est là-bas qu'il doit être effectivement inhumé. Mais au niveau de la famille, il y en a qui, la famille ne l'entend pas de cette oreille. Parce que dès le premier moment d'ailleurs, quand ça a été évoqué, il a été dit que sur ce site, ils n'iront pas. En tout cas, dans certaines interviews, Mariam Sankara l'évoque. En tout cas, si c'est enterré là-bas, de façon principe, elle ne veut pas que ce soit là-bas parce que c'est un lieu qui rappelle beaucoup de douleurs, beaucoup de souvenirs. Elle ne veut même pas que ce soit là-bas. Donc ici, c'est ce qui est opposé. Il y a deux choses. D'abord, effectivement, un corps qui appartient à une famille biologique, mais aussi qui appartient à une famille professionnelle qu'est l'armée. Donc il y a déjà cette opposition de l'appartenance du corps. Ensuite, il y a les questions liées au rite, ou des gens également qui sont attachés aux valeurs traditionnelles et qui sont aussi dépositaires de la tradition au niveau de Ouagadougou. Donc le Kadiogo a des chefs de terre qui s'occupent de ces questions-là. Et donc, il y a aussi cette opposition par rapport au dispositif républicain. Je pense aussi que c'est parce que nous aussi, certainement, on n'a pas su négocier les virages à un moment donné. Non, moi, je voudrais vous dire simplement que ce n'est pas la première fois qu'il y a des morts rouges au Burkina. Et toutes les morts rouges ne sont pas toujours enterrées au lieu de l'accident. Quand vous prenez ceux qui sont les adeptes de l'islam et les adeptes du christianisme, leurs morts rouges ne sont pas enterrés au lieu, on les amène au cimetière. On peut également parler de Norbert Zongo, qui n'est pas enterré à Sapri, par exemple. Ça n'a pas fait pour autant que le pays soit tombé. Donc la question vraiment fondamentale n'est pas là. Elle est ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup plus de lobby. Et puis, bon, moi, ce qui me désole, c'est qu'on a fait de cette affaire un business qui va à l'encontre même de l'idéal sankariste. Un homme qui a voulu vivre dans la pauvreté, dans la simplicité, on lui fait un mémorial de combien de milliards? C'est exactement ce qui se passe quand vous regardez les grandes religions. Excusez-moi de la digression, mais si le Christ revenait sur terre, ne reconnaîtrait pas les chrétiens d'aujourd'hui. On est dans le luxe. Alors que lui, il a vécu dans la pauvreté. Exactement comme Sankara. On va lui faire un mémorial de plusieurs milliards. Si on devait demander son avis, je suis sûr qu'il dirait non. Il n'est pas là pour le bling-bling. Donc, quelque part, en voulant trop bien faire, on est en train de trahir même l'image de notre icône. Et moi, je pense que dans cette affaire, il faut suivre la famille. C'est la cellule familiale qui est la base de la nation. Si on commence à mettre de côté les vérités de la famille, je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Moi, j'ai peur des vérités de l'État. Quand l'État veut avoir toujours raison, j'ai toujours peur parce qu'on est en train d'aller vers une dictature.
Je reviens à ma question. On va aussi donner la parole à Geoffroy Vara. D'accord. Oui, allez-y, si c'est sur la même ligne. C'est sur la même ligne. Je reviens effectivement à ma question. C'est l'exception qui confirme la règle. Effectivement, il y a plusieurs cas de décès accidentels de Koumigoum, comme on le dit, qu'on déplace. Même à l'échelle nationale, vous avez parlé effectivement du cas Norbert Zongo. Du coup, je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, même si c'est dans le cas où la famille a accepté que ces rites se fassent, et que le corps appartient à l'armée, il va sans dire également que la famille doit être présente à cette cérémonie si elle devrait avoir lieu. Ça, au moins, c'est clair. Mais maintenant, la question, vous dites que effectivement, il y a eu beaucoup de corps qui ont été déplacés, et même dans les familles, ça soulève de la controverse par moment, parce qu'il y en a qui s'opposent au déplacement de ces corps-là. Donc, même dans des cas de figure, il y a des familles qui s'opposent par moment. Bon, la réalité aussi, elle est là, il y a des carrefours. C'est à quel angle vous allez l'enterrer, parce que compte tenu du fait de l'urbanisation, il n'y a même pas, voilà, comment vous faites. Donc il y a cette réalité. Mais il y a des rituels naturellement qui vont accompagner cette levée ou ce déplacement. Donc je reviens, vous êtes attaché aux valeurs culturelles. J'ai dit à l'aune du contact avec le dispositif républicain moderne. Donc est-ce qu'on n'a pas manqué un virage? J'insiste sur cette question. Ah, si. J'avais dit ça dans mon interview, que l'État a manqué de sagesse. C'est exactement la même précipitation que les MPCR 2 est en train de faire, que les MPCR 1 par rapport à la question de la réconciliation. On se précipite pourquoi? La question de la réconciliation, c'est une question de longue haleine. La question de l'inhumation des restes, ce n'est pas un corps qui est encore là. Ou on s'entend et on fait l'enterrement, ou on ne s'entend pas et on suspend. Pour moi, dès l'instant où il n'y a pas de consensus, le MPCR 2 devrait surseoir et laisser le temps à la négociation se poursuivre jusqu'à ce qu'on trouve un consensus. Voilà que d'autres voix sont en train de s'élever pour dire que la famille Bamouni ne s'associe pas à cet enterrement collectif. Imaginez que toutes les autres familles commencent à parler. Mais on rentre dans un tintamarre incroyable. Et ce qu'on voulait avoir là, c'est le contraire qu'on va récolter. Et c'est dommage. C'est dommage que ce temps de recueillement et de rassemblement se passe un peu dans la division et pas du tout consensuel. Geoffroy Vara, on peut dire qu'il y a la loi, il y a la logique, mais il y a bien évidemment cette polémique et cette réanimation, cette cérémonie de réanimation qui a bien lieu, qui aura bien lieu ce matin. Oui, il faut le rappeler, c'est toujours triste de voir ce qui est en train de se passer. Et puis bon, il y a eu la communication du départ qui, elle aussi, bon, a tenté de faire croire que c'était si inclusif et que les familles étaient d'accord. Bon, après on se rend compte, j'ai eu l'impression que la famille s'est donné un genre de réserve, et puis voyant que bon, ça risque de se faire, contrairement à ce qu'elle a pensé, elle a décidé de sortir. Et puis il y a beaucoup de Burkinabés aussi qui ont eu cette impression que la famille exagère. Ça a été aussi un regard qui a été partagé, parce que les gens se sont dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas arrondir les angles? Le problème, c'est qu'on est un peu dans du binaire ici, comme rappelait un peu la Sablega. Le corps appartient à l'armée. Non, la famille pense que normalement c'est elle qui doit décider. Donc on est dans cela. Mais il y a quelque chose que le professeur Albert disait tout à l'heure. Est-ce que au fond la question des mémorials n'est pas centrale? Ce n'est pas parce que la famille ne veut pas ce projet-là. Est-ce que c'est pas ça au fond qui pose problème ici? C'est la non-adhésion à un projet plutôt qu'autre chose. Est-ce que c'est pas ça? Beaucoup plus que le lieu. C'est ce projet de mémorial qui peut être... On a senti dans les interviews, depuis le début du projet, même avec la veuve, bon, une bonne réticence. Vous savez, moi je crois qu'il faut se mettre dans la peau de cette famille. Pendant 27 ans, on a blacklisté la famille. On a fait silence radio sur leur douleur.
sur leur souffrance, sur tout ce qu'elle a enduré. Et quand je dis on, là, c'est l'État. Or, il se trouve que c'est l'État qui a assassiné leur fils. Et aujourd'hui, l'État veut venir se donner un bon dos, se donner une nouvelle virginité. Or, c'est la même armée. Non, c'est indécent. Quand vous regardez en profondeur, c'est indécent que le bourreau revienne aujourd'hui se draper d'un vêtement d'un saint homme qui va venir faire la rédemption de celui qui l'a tué. Je veux dire que quand vous collez ces deux images-là, c'est révoltant. L'armée ne s'est pas rendu compte qu'elle a une continuité. Que l'armée qui aujourd'hui veut faire la célébration de ce mémorial-là, c'est cette même armée qui a tué Sankara et ses 12 personnes. Elle est mal placée pour conduire ces événements. C'est mon point de vue. Moi je faisais le rapport avec le sentiment de la famille ou de certains, même de la famille par rapport au projet du mémorial. Parce que quand vous regardez au fond, le mémorial aussi, quels sont ceux qui le portent? C'est ceux aussi qui ne se sont pas tus pendant tout ce temps, qui ont livré bataille, qui se sont impliqués pour qu'on en arrive à un procès, pour qu'aujourd'hui on dise qu'on va passer à une inhumation, une réinhumation, et même à des hommages au niveau national. Ceux-là, ils ont aussi leur façon de marquer leur attachement à celui en qui ils ont cru, pour ce qu'il a été, pour sa façon de vivre. Est-ce que ça, c'est mauvais? Pas au détriment de la famille. Les deux peuvent se conjuguer. Mais est-ce qu'en définitive, c'est pas aussi la famille qui est un peu trop braquée? Je dis non. Jusqu'à peu du contraire, pour moi, c'est la famille qui a raison. Parce que celle qui a souffert, c'est pas tous ceux qui ont fait des marches, qui ont manifesté. Je veux bien. Mais celle qui a le plus souffert, c'est la famille. La victime, c'est pas ces gens-là, avec tout le respect que je leur dois. C'est pas eux la victime. Ouais, mais en même temps, quand vous dites cela, il est important de montrer aussi que Thomas Sankara n'appartient plus au Burkina. Je ne parle pas simplement de la famille, à une dimension mondiale aujourd'hui. Et que lui rendre cet hommage avec... parce qu'on fait vite d'oublier souvent les 12 familles éplorées également qui ont accompagné Thomas Sankara dans cette mésaventure. Et donc on parle de la famille de Thomas Sankara qui est l'acteur principal bien entendu, mais il y a également 12 autres familles qui sont éplorées dans cette affaire, et apparemment ces 12 familles s'étaient entendues sur cette voie-là de non-enterrement des restes à cet endroit. Donc ce qui fait justement qu'il y a eu une unanimité de vue au-delà de la famille de Paulin Bamouni. Je crois qu'il y a une autre famille aussi qui ne s'était pas, qui a pleuré hier, je crois, sur une télévision de la place, pour ne pas pouvoir être présent à cette réinhumation. C'est un drame, un nouveau drame humain qui se dessine selon vous? Moi je dis que c'est vraiment dommage, parce que ces funérailles-là, dans nos traditions on dit les funérailles d'un homme célèbre ne finissent jamais. On peut les célébrer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais pour moi, le plus urgent dans cette affaire, c'est qu'on ne fasse pas des funérailles dans la division. C'est-à-dire, ça me fait penser un peu à ce qu'on appelle les tinsé au Burkina, chez les Moussés. La cérémonie de tinsé, c'est quoi? C'est en commémoration de la mort de la mère de Naba Oubri. Et quand on fait le tinsé, ça réunit tout le Moro. C'est vraiment un moment de ferveur, de joie, de bonheur. Et on dit que chaque fois qu'on fait le tinsé, la saison qui suit, c'est une saison où il a plu, où il pleut énormément, où il y a à manger. Mais Sankara et ses 12 suppliciés
Mais c'est le deuxième TNC du Burkina qu'on aurait pu faire. Parce que les TNC, c'est à l'échelon des Mossé. Mais pour Sankara, non seulement c'est à l'échelon de la nation, mais ça va au-delà. Imaginez ce symbole-là. Comment vous voulez célébrer ça dans la division, bon Dieu? Prenons le temps qu'il faut. Non, maintenant, on n'a pas pris le temps qu'il faut. Oui, Geoffroy Vara. Moi, j'ai lu votre interview. Vous dites aussi que ce n'est pas à ce gouvernement de transition-là de faire cette réinhumation. C'est aussi se demande, mais bon, est-ce qu'il faut attendre encore? Et puis bon, pourquoi est-ce que ce n'est pas à ce gouvernement de transition de le faire? Parce que ce gouvernement a un agenda trop serré. Il n'a même pas encore fini de lutter contre l'insécurité. C'est sur ce terrain on l'attend. C'est-à-dire, s'il ne réussit pas à faire la réanimation des rêves de Sankara, on ne va pas lui compter ça comme un défaut. Mais s'il ne réussit pas à lutter contre l'insécurité, ça, il était venu avec ça comme programme politique. Or, dans le laps de temps qui leur reste, ils sont obligés de bâcler les choses. Ils n'ont pas suffisamment la patience d'écouter tout le monde. Parce que pour que les gens puissent s'accorder, mais il faut du temps. Il faut laisser le temps apaiser certaines souffrances. Il faut laisser le temps permettre de régler certains conflits. Mais ils n'ont pas ce temps. Et il ne faut pas qu'ils prennent leur temps très court pour le mettre au temps, pour le confondre avec le temps de la nation. La nation a tout son temps. Il s'agit des restes. Mais ce sont des restes qui traînent quelque part depuis des années. Et encore que ça a été exhumé pour des besoins de procédure, oui. Parce qu'il y avait une affaire en cours et tout. On a eu des décisions. Maintenant, bon, il faut réanimer. Bon, pourquoi est-ce que maintenant il y a un problème? Cette inhumation-là, elle vise à réparer quelque chose, non? Cette réanimation vise à réparer quelque chose. Oui. La première inhumation précipitée, elle vise à la réparer. Où les parents n'avaient pas été associés, où personne n'avait été associé. Ils allaient commettre la même erreur. Donc il faut prendre le temps selon vous. Oui, Bernard Bougman. Oui, justement. Je pense aussi que l'autre aspect, c'est la polémique liée au mémorial dans certains cercles. Mais là, moi, je n'en veux pas à l'armée. Je pense à l'État. Parce que c'est le même État, à travers la personne de Blaise Compaoré, qui a élevé Thomas Sankara au rang de héros national. Ceux qui supportent le projet mémorial font partie de ceux qui se sont battus pour demander qu'il y ait un contenu à ce qu'on appelle le mot héros national, pour ne pas dire le mot héros national. Sankara n'étant pas seul d'ailleurs sur cette ligne. En tant que héros national, qu'est-ce qu'il a droit, qu'est-ce qu'il n'a pas droit? Les partis politiques d'obédience sankaristes ont été contraints d'enlever l'effigie de Thomas Sankara sur leur logo parce que Sankara n'appartient plus à un parti politique, c'est devenu un patrimoine national. Dès lors, c'était à l'État de s'assumer sur un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs l'une des rares fois dans le monde, je n'ai pas dit seulement en Afrique ou au Burkina, dans le monde, que l'hommage mémorial, c'est-à-dire à la dimension d'un héros national, qui plus est ancien chef de l'État, soit porté par une initiative privée. Mais parce que notre État a échoué dans cette affaire. Blaise Compaoré, qui l'a consacré héros national, est parti sans donner un contenu à ce qu'on appelle héros national. La preuve, des gens salissent la mémoire de Thomas Sankara. J'ai dit même dans ce combat, il y en a qui tirent sur la corde parce que pour eux, ça participe d'ailleurs de régler, pour pouvoir toujours régler des comptes sur un cadavre. Il y a cette réalité aussi qui est là implacable. Parce que quoi? Un État ne s'est pas assumer à la hauteur et à la dimension de ce qui a été donné de voir comme héros national au Burkina. Ça, on ne l'a pas vu. Maintenant, le dossier judiciaire demande une exhumation et tout, mais après, il y a l'après. Est-ce que le site de Dagonet, après, on l'a protégé pour que éventuellement les restes puissent y aller et tout ça, c'est le rôle de l'État, effectivement. Donc, que le projet soit porté par une initiative privée, c'est normal. La nature a horreur du vide. Et je pense que ceux du mémorial avaient commencé à comprendre que Rawlings, ancien président, seul ne pouvait pas. Il fallait trouver un président aussi en exercice. Et c'était Kagame. Mais les démarches ont été coincées parce que Rawlings n'est plus, comme ça, de la dimension État des Burkinabés, fût-il membre d'un projet de cette envergure, ne peut pas se lever à aller parler sur la Kagame sans l'implication de l'État burkinabé.
Je pense aussi que ce qui dérange plus ou moins la famille, c'est ça, que ce soit porté par l'initiative privée. Mais Sankara a toujours été porté par des gens par des initiatives privées. Que ce soit les commémorations du 15 octobre, que ce soit la date d'anniversaire du 21 décembre pour sa date d'anniversaire, donc sa venue au monde, c'est des privés. Des initiatives personnelles. On a plusieurs fois vu les activités de Sam Skalega, c'est privé. Mais c'était pour contribuer à la perpétuation de l'œuvre, pour qu'on n'oublie pas, et pour maintenir contribuer à l'activisme autour du dossier judiciaire pour que les choses puissent aboutir. Aujourd'hui, tout ce combat de ces hommes de l'ombre qui ont porté des initiatives privées pour perpétuer la mémoire de Thomas Sankara et qui veulent voir ça matérialisé dans un grand projet et qui croient aussi au mémorial de bonne foi. Je ne dis pas que tout le monde est de bonne foi dans cette affaire, mais de bonne foi, où on les loge. Je pense que c'est beaucoup plus notre État qui a failli et qui est en train de se rattraper avec certainement de la maladresse. Mais je pense que c'est mieux de trouver effectivement, comme on appelle ça, comme un juste milieu pour que les uns et les autres puissent se sentir à l'aise. C'était un commentaire que je faisais, c'était pas une question. Ouais, il faut vraiment trouver un juste milieu pour qu'on sorte de cette cacophonie. Espérons qu'on trouvera encore les ressorts pour rattraper les choses. Oui, Geoffroy Vara. C'est vrai aussi que la réanimation c'est aujourd'hui, et puis peut-être qu'au regard aussi des présences, on pourra se faire un genre d'idée. Parce qu'on ne va pas spéculer. Si au sein même de la famille Sankara, il y en a là-bas, si les autres familles, il y en a, on verra. On verra ce que ça on pourra avoir d'autres interprétations. Mais moi, peut-être ma dernière question, parce que quand je regarde le temps, on a l'impression aussi que le juste milieu n'est pas forcément un juste milieu. C'est-à-dire que ce qu'on demande, c'est de revenir à accepter ce que demande la famille. On est dans cette obligation-là quand on écoute les uns et les autres. Ce n'est plus un juste milieu. Il n'y a pas de compromis en ce moment-là, professeur Albert Ouedraogo. Non, pour moi, le juste milieu n'est pas toujours juste. Parce que la vérité fondamentale, c'est qu'un individu a été arraché brutalement à sa famille. Et pendant des années, cette famille a traversé le désert. Et au moment des grandes fêtes rituelles, on les appelle comme les derniers convives de la cérémonie, alors qu'ils devraient être au cœur du dispositif. Vous ne pouvez pas les mettre à la périphérie alors qu'ils sont au centre du dispositif. Avec tout le respect que je dois à tous les activistes, à tout ce qui a été fait, ils devraient avoir l'humilité d'accompagner la famille et de ne pas demander à la famille de les accompagner eux. C'est tout. Accompagner la famille et ne pas demander à la famille de les accompagner, mais pour revenir sur les propos de Dr Rasblaga Seydou Ouedraogo, eh bien pourtant nous étions dans un moment de victoire, nous sommes dans un moment de victoire partagée. De nombreux militants, et je cite le professeur Ouedraogo, Seydou Ouedraogo, Rasblaga, je le cite, de nombreux militants et sympathisants d'ici et d'ailleurs ont obtenu la tenue effective du procès historique sur les événements du 15 octobre 1987 et la condamnation de commanditaires et auteurs. Cette victoire est celle de tous ces militants de différentes générations, de tous les soutiens extérieurs et divers, de tous ces jeunes qui voient en Sankara leur héros et trouvent en sa parole et en ses actes le viatique de leur engagement, la source de leur espérance. Espérons qu'il n'est pas trop tard pour revenir sur certains fondamentaux et apaiser les cœurs des différentes familles endeuillées dans ce processus. Parce qu'un pays qui ne sait pas faire la paix avec ses morts ne peut pas faire la paix avec lui. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité consacrée à l'épilogue quelque peu cacophonique entre l'État et les familles victimes au sujet de la réinhumation des restes des assassinés du 15 octobre 1987 avec Albert Ouedraogo, professeur
titulaire de littérature orale. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci au juge Bernard Bougma, merci. Merci à Geoffroy Vara. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre attention et pour votre fidélité renouvelée. Rendons hommage à nos combattants qui payent de leur vie la sauvegarde de la patrie et souhaitons prompt rétablissement à tous les blessés et malades. Prenons soin les uns des autres en attendant une nouvelle audience du tribunal de l'actualité dès demain. Mêmes heures, mêmes audiences, mêmes heures, mêmes antennes avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.